Vous regardez New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage. Le week-end dernier se sont tenues à Abu Dhabi les premières négociations directes connues entre Kiev, Moscou et Washington sur le plan américain de règlement du conflit russo-ukrainien. Des pourparlers sur l'Ukraine qui se sont donc tenus dans un esprit constructif selon le Kremlin. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et comment interprétez-vous le qualificatif d'esprit constructif employé ici par Kremlin pour décrire ses premiers pourparlers à Abu Dhabi? C'est la même appréciation que Zelensky a fait. Il parle également de constructif. En fait, je crois que ce qui est nouveau ici, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une rencontre tripartite entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Mais pendant les pourparlers, à un certain moment, il y a eu en bonne et due forme des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Et ça, c'est la première fois. Puisque jusqu'à présent, il y avait un intermédiaire qui allait de gauche à droite, qui partait, qui revenait. Cette fois-ci, déjà, les trois étaient sur place. Ce n'est plus Trump qui parle à Zelensky et qui ensuite appelle Poutine, ou bien qui parle avec Poutine au téléphone et qui ensuite reçoit Zelensky ou l'appelle au téléphone. Tout le monde était là, autour d'une table. On a commencé à poser les vrais problèmes pour trouver une véritable solution. Mais près de 5 ans après le début de ce conflit, est-ce un signal diplomatique fort, une formule de prudence, parler de discussion dans un esprit constructif? C'est évidemment une formule de prudence parce que s'il est vrai qu'un pas a été franchi au niveau du format de la discussion, les blocages sont restés les mêmes. On n'a pas levé les blocages. D'ailleurs, on envisage une autre session, puisque cette session ne s'est pas terminée par des conclusions, par un accord concret, ni quoi que ce soit. La seule chose qui est là, c'est que l'Ukraine n'est pas écartée, puisque si vous vous rappelez, pendant un temps, vous avez même les Occidentaux qui venaient soutenir l'Ukraine en disant à Trump, tu ne peux pas aller négocier la paix en Ukraine avec la Russie sans l'Ukraine. Donc quand on regarde du point de vue de la forme, les choses ont vraiment changé parce que l'Ukraine était représentée d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire et d'un point de vue également stratégique, puisque quand vous regardez la rencontre, ce n'était pas les militaires seulement, ce n'était pas les politiques seulement, tout le monde était là. Et je crois que s'il continue dans ce sens, qu'il y ait également bien sûr un temps soit peu d'honnêteté de part et d'autre, une solution va être trouvée. Et donc après cette étape d'une rencontre tripartite directe, il faut l'insister là-dessus, est-ce qu'il faut s'attendre là après à des résultats significatifs sur le terrain en Ukraine? Certainement pas tout de suite. Pas tout de suite puisque après la première journée de rencontre, la nuit, Moscou a bombardé Kiev, Moscou a bombardé Kharkiv. Alors qu'il y a la deuxième journée de négociation qui venait le lendemain. Les Ukrainiens également ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont envoyé les drones comme ils le font sur la Russie. Pour dire en fait que c'est quand même assez paradoxal. Les négociations se font, mais au même moment sur le terrain, la guerre est en train de continuer. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. On n'est pas en face d'un cessez-le-feu et les gens sont en train de discuter. L'autre élément, chaque partie a des lignes rouges. Et il n'est pas facile de rapprocher ces lignes rouges. L'Ukraine dit par exemple intégrité territoriale, ce qui se comprend parfaitement. Moscou dit on ne discute plus des territoires occupés. Et Moscou va même plus loin en disant je veux tout le Donbass. Alors que sur le terrain militaire, Moscou occupe 90% du Donbass, il y a 10% que la Russie n'occupe pas. Mais la Russie réclame l'intégralité du Donbass, ce que pour le moment l'Ukraine refuse avec Zelensky. Donc quand vous voyez ce genre de situation, c'est vrai qu'il y a une négociation, mais on n'a pas encore véritablement la solution parce que les obstacles sont là et ils sont réels. Que révèle, selon vous, le choix d'Abu Dhabi comme terrain de discussion au regard surtout des équilibres diplomatiques actuels? Abu Dhabi a réussi là où tout le monde a échoué, il faut le dire. Qu'on se rappelle que la Chine avait proposé une médiation,
qui n'avait pas abouti. La Turquie avait proposé une médiation. À un certain moment même, on parlait de sommet Trump-Poutine en Turquie, ça n'a pas donné. Après, c'était l'Arabie Saoudite, on n'a pas obtenu de résultat. Donc, à Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis sont en train de réussir ici quelque chose, mais qui n'est pas encore véritablement abouti. Mais qu'on ne se trompe pas, Abu Dhabi a reçu, mais c'est Trump qui est à l'initiative. Ce n'est pas eux qui ont pris l'intégralité de l'initiative de la discussion. Et Abu Dhabi est extrêmement ambitieux parce qu'ils disent qu'ils peuvent trouver une solution et quand même éventuellement on aura la rencontre tripartite au sommet. Trump, Zelensky plus Poutine au niveau de Abu Dhabi, mais il ne faut pas qu'on se trompe, on est encore très très loin de cette situation parce que, encore une fois, il y a véritablement des blocages. Mais Abu Dhabi est dans cette politique que l'on voit aujourd'hui au niveau des monarchies du Golfe de façon générale, soft power, se mettre au devant de la scène. Il y a cette concurrence entre les Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de Abu Dhabi. Qu'on se rappelle qu'il y a eu des négociations à Doha pour la RDC, etc. Donc ça, il y a cette zone où chaque monarchie veut être la monarchie la plus ouverte par rapport au monde, celle qui est la plus branchée, celle qui résout les problèmes au niveau du monde. Il y a également cette concurrence propre à ces monarchies qui explique le fait que Abu Dhabi abrite cette rencontre. On s'en souvient après des mois de tensions et de communication indirecte. À ce stade, quelle est la portée réelle de cette rencontre, ce premier contact tripartite entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis? Mais c'est la véritable porte de sortie pour cette crise. Ce que Trump voulait faire ne pouvait pas marcher. Vous ne pouvez pas négocier à la place d'une personne. Trump ne peut pas céder une portion du territoire ukrainien. C'est vrai que, bon, lui, le droit international, ce n'est pas son problème. Mais quand même, on ne peut pas céder la portion du territoire de l'autre. Alors que dans les négociations, à un certain moment, l'Ukraine s'est sentie tellement vexée qu'on a senti Zelensky aller plus vers les pays européens parce que Zelensky sentait que quand il partait à New York pour rencontrer Trump, mais Trump lui était un peu le porte-parole ou bien l'avocat de Poutine en répétant tout simplement les conditions de Poutine et en faisant pression en plus sur Zelensky pour qu'il accepte. Rappelez-vous leur entretien à la Maison-Blanche où il disait « Moi, je veux qu'on arrête de tuer les gens. C'est toi qui ne veux pas que la guerre s'arrête. » Alors que, quoi qu'on dise, c'est plutôt l'Ukraine qui a agressé que la Russie qui a agressé. Bon, cette intervention de Trump posait sérieusement un problème. L'autre élément, l'Ukraine est en train de gagner un peu du côté des États-Unis. Parce que pendant un temps, on avait senti les États-Unis aller plutôt dans le sens de faire la pression sur l'Ukraine. Les Américains avaient refusé les garanties de sécurité, la présence militaire. Actuellement, il y a une négociation pour un accord de sécurité avec Washington qui est en préparation. Donc il y a une avancée sur ce plan-là. Washington, qui était plutôt réticent sur cette affaire, et commence également à accepter qu'il y ait des possibilités de garanties militaires fortes. N'oublions pas qu'il y a déjà un groupe de pays européens, parce que ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'OTAN, c'est un groupe de pays à l'intérieur qui, eux, sont prêts à envoyer des soldats. Et l'Ukraine, cela fait partie des lignes rouges de l'Ukraine. L'Ukraine dit, au cas où l'accord m'amènerait à accepter de céder une partie de mon territoire, quelle est la garantie que, parce que j'ai cédé une partie de mon territoire, on ne va pas attaquer à nouveau mon pays pour m'amener encore dans un autre accord où je vais céder encore une partie de mon territoire. N'oublions pas qu'il y a déjà une partie de territoire qui a été occupée par la Russie avant la guerre dont on parle actuellement. Il s'agit bien sûr de la Crimée. Et encore une fois, l'Union européenne n'était pas de la partie. Ici, ça pose moins de problème parce que le souci de l'Union européenne était moins d'être présent au moment des négociations, que l'on accepte que l'Union européenne a participé au soutien de Zelensky. Et il disait pas de négociation sans Zelensky. Puisqu'à un certain moment, c'est ce qui s'est passé, c'était plutôt du Poutine-Trump. Et Zelensky, on l'a vu aller en Europe appeler au secours pour qu'on ne termine pas la guerre qui se déroule dans son pays sans pour autant que les Ukrainiens aient leur mot à dire.
Maintenant, ici, les Européens sont mal barrés. Ça, il faut le dire clairement. Tout le monde voit la position de Trump aujourd'hui par rapport aux Européens. Et ce n'est pas Poutine qui va pleurer pour ces Européens qui ont soutenu l'Ukraine. Donc, c'est clair que Poutine, tout comme Trump, ne sont pas intéressés par la présence des Européens ici. Il leur montre carrément que, bon, nous, on peut régler le problème sans vous. Mais vous avez vu les Européens organiser plusieurs mini-sommets, Macron en particulier, qui se démêlent beaucoup sur cette affaire-là pour que l'Union européenne prenne sa part dans la résolution du conflit, comme l'Union européenne a participé au soutien de l'Ukraine à cette guerre à côté des États-Unis. Les attentes aujourd'hui, c'est de parvenir à obtenir des escalades militaires, mais après cette rencontre, est-ce que ces pistes-là peuvent être envisagées? Non, elles devaient être envisagées même dans la rencontre. Je disais tantôt que ce n'était pas des politiques seulement, les militaires étaient là. Donc s'il y avait des accords, immédiatement on pouvait voir le résultat sur le terrain militaire. Mais comme il n'y a pas d'accord sur le terrain militaire, il n'y a pas de changement, comme je l'ai dit. Après une première journée de négociation, la nuit, les bombardements ont repris, ce qui fait que le problème n'est pas véritablement réglé en tant que tel. Il faut dire également que Moscou est particulièrement conscient de sa position de force. De sorte que la demande de Moscou, bon, on ne peut pas appeler ça autrement qu'une capitulation. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Moscou demande et que l'Ukraine a du mal à accepter parce que c'est comme si on a fait la guerre pour rien du tout. Je parlais tout à l'heure du Donbass, qui regroupe deux régions importantes, le Donetsk et le Luhansk, qui sont des régions industrielles, pas seulement géographiques, parce qu'il ne faut pas regarder l'aspect géographique, ça fait 5000 km² à peu près, mais des régions également qui sont des régions industrielles, donc, dont l'Ukraine a besoin pour son propre développement. La perte de territoire, la Russie considère que ça c'est terminé, il n'y a plus rien à dire. La Russie considère également qu'il ne doit pas y avoir ces garanties militaires dont je parlais tout à l'heure. Pour la Russie, il n'en est pas question. Il faut que l'Ukraine soit un pays non aligné. C'est-à-dire que l'Ukraine n'adhère pas, pour être plus précis, à l'OTAN, puisque c'est une des raisons de ce qui a amené ce conflit. Mais troisième chose, autre chose plutôt, la Russie demande même que l'armée ukrainienne soit réduite. Ou bien pour parler un langage plus simple, que l'armée ukrainienne soit tout simplement affaiblie. Vous voyez que ici, si Zelensky s'hasardait à accepter tous ces éléments, mais il est clair que ça ne ressemble pas à une négociation, mais plutôt à une capitulation. À ce stade, quel indicateur concret faudrait-il observer dans les prochaines semaines pour savoir si ces discussions d'Abu Dhabi peuvent réellement ouvrir la voie à un règlement de ce conflit? Pour moi, il y a deux éléments importants. Le premier élément, toutes les parties ont accepté que même s'il n'y a pas eu un accord concret, de revenir pour continuer la discussion. En principe, le 1er février. Attendons toujours de voir, sous l'égide d'Abu Dhabi. Abu Dhabi toujours. Attendons d'abord de voir est-ce que les gens reviendront sur la table. Parce que s'ils reviennent sur la table, ça veut dire qu'effectivement, il y a réellement cette intention de vouloir résoudre le problème. Un deuxième indicateur qui pour moi est encore beaucoup plus important, si d'ici le 1er février, on sent que d'un point de vue militaire, les opérations ont baissé, mais c'est un élément important pour faciliter, pour favoriser des négociations qui vont aboutir à une solution. Mais si on continue à voir ce que l'on voit, c'est le contraire parce que à Davos tout récemment, Zelensky rappelait à Trump qu'il lui avait promis un soutien militaire qui n'était pas là, en particulier pour ce qui concerne la défense par rapport aux missiles, aux drones que les Russes sont en train d'envoyer, alors que Trump jouait un peu sur ces deux choses-là. Bon, il faut accepter certains éléments que la Russie dit, on va vous aider sur le plan militaire. Lui, il en a profité pour lui dire, mais vous ne nous aidez pas sur le plan militaire, on continue à nous bombarder. Vous voyez que la demande qu'on avait faite était une demande pertinente. Je crois qu'il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour voir un peu dans quelle direction ces négociations
vont aller. Selon vous, est-ce que les précédents cycles de négociations infructueuses pèsent sur la crédibilité de cette nouvelle initiative diplomatique ou non? Non, je me dis qu'après autant d'années de guerre, même la Russie veut que la guerre s'arrête. Même si elle est en position de force. L'Ukraine, n'en parlons pas. Même ces Européens qui veulent continuer à soutenir Zelensky veulent que la guerre s'arrête parce qu'il y a un coût énorme qui a été payé par tous ces pays. C'est Trump qui a été le plus franc. Lui, il a dit clairement, on ne peut pas continuer à financer. Il a été très clair là-dessus. Les autres ne l'ont pas dit de façon aussi claire, mais ça coûte cher à tous ceux qui sont partie prenante au niveau de la guerre et ça coûte beaucoup plus cher à l'Ukraine d'abord parce que le théâtre des opérations, c'est plutôt l'Ukraine, ensuite à la Russie. On le voit, tous les deux pays ont des problèmes aujourd'hui pour mobiliser des soldats. Pour faire la guerre, on a besoin de soldats. On a vu la Russie faire du mercenariat en faisant de l'escroquerie, en disant aux gens, venez, c'est des travaux de sécurité de restaurants, on amène les enfants des gens sur le front. Mais l'Ukraine a fait exactement la même chose en cherchant des mercenaires ou en attrapant les jeunes dans la rue pour les obliger à venir rentrer dans l'armée. Ce qui veut dire que même s'il n'y a pas encore une victoire en tant que telle, tous les deux pays sont fatigués par cette guerre et ont intérêt également à ce que cette guerre-là cesse. Et la rencontre de février, selon vous, sera-t-elle décisive ou encore une étape? Ça dépendra de Trump, parce qu'il faut dire ici que Trump joue un rôle dans tout ce qui se passe. Il semble prendre un recul ici, mais c'est lui qui a l'initiative de cette rencontre que Abu Dhabi accueille. Parce qu'il faut faire la différence. S'il parvient à faire pression sur Poutine, s'il parvient à faire pression sur Zelensky d'ici le 1er, on peut à la prochaine rencontre avoir ne serait-ce qu'un début d'accord, puisqu'il y a un accord qui avait été essayé qui n'avait pas marché, qu'on arrête au moins les bombardements. Il y a un cessez-le-feu, mais qui n'est pas un cessez-le-feu complet. Il avait été proposé également que les troupes au sol ne bougent pas encore, etc. Dès qu'on commencera à avoir ce genre d'accord où une partie de la guerre est en train de s'arrêter, mais on peut espérer pouvoir trouver une solution pour le reste, mais surtout, il faudrait que ce soit une solution juste pour que cette guerre ne revienne pas encore une fois. Merci, Mohamed Diouf. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.